Aujourd'hui, on va un peu rassembler des notions qu'on avait déjà, qu'on a été visitées lors des cours précédents, dans, 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 ce, dans ce qui s'appelle un ensemble. Et le titre de la séance d'aujourd'hui, c'est composition. Tous les arts composent. Hein. On compose un poème, on compose une pièce de musique, on compose un tableau. Ce terme de composition, qui est un terme du vocabulaire classique, il est rentré un peu en désuétude, c'est-à-dire qu'on n'osait plus trop s'en servir. Et j'en veux pour exemple le livre de Jacques Lucan, qui est paru il y a 2 ans, je crois, et qui est le résumé de ses cours à l'école de Lausanne, et qui s'appelle Composition, non-composition. C'est-à-dire que le mot composition a été tellement utilisé en architecture pour qualifier la composition classique, c'est-à-dire le jeu de l'ordonnancement de la symétrie, que tout ce qui ne relève pas de cette manière de composer-là semble ne pas être des compositions. C'est loin d'être... enfin, la terminologie de Lucan est loin d'être vérifiée, puisque dans l'histoire des arts et dans l'histoire des autres arts que ceux de l'architecture, comme je citais la poésie ou la musique, on s'est mis à composer différemment au fil des époques. Hein. Effectivement, on ne compose pas de la même manière sous la Renaissance des Médicis ou sous l'autorité monarchique absolue de Louis XIV ou sous Napoléon III ou entre les deux guerres avec le mouvement moderne. Donc vous voyez bien que ces manières de composer sont extrêmement importantes parce que, d'une certaine manière, elle résonne, si vous voulez, la manière de composer résonne de l'opinion que l'humanité à un moment donné a de sa place dans le monde. Hein. En effet, la traduction du latin, qui est l'étymologie de composer, c'est cum ponere. Cum, ensemble, et ponere, poser, ou voire même pondre. Pondu ensemble. Voilà l'étymologie de composition. Vous connaissez mon affection pour l'étymologie et les dictionnaires, donc je suis allé voir 2 définitions. L'une de Littré, qui est un dictionnaire de la langue française très important du milieu du XIXe siècle, et moment où la composition classique avait encore droit de cité dans la composition architecturale, et une définition plus récente du Robert étymologique. Le Littré nous dit: composer, c'est former un tout avec différentes parties. Ces mots de tout et de partie sont des mots fétiches du langage de l'architecture. C'est faire un tout avec des parties, organiser les parties dans un tout. Ce tout est extrêmement problématique. De quel tout parle-t-on? Du tout du monde, du tout cosmogonique, ou simplement plus factuellement de ce que Aristote dit de la composition, justement, où il dit, enfin il ne parle pas de la composition, il dit le tout est plus grand que la somme des parties. C'est-à-dire que le tout de la composition, par rapport aux parties qui la constituent, ne peut pas être une addition, simplement. La manière dont les parties s'entretiennent entre elles pour former le tout est le secret, si vous voulez, la clé de la composition. Une tendance à la matérialisation du tout, enfin, ou plutôt à sa définition, s'est fait jour au XIXe siècle sous le terme de holisme.
Holisme, hein, c'est cette idée de tout fédérer, de tout remettre dans un tout, qu'il n'y ait pas de partie qui ne soit pas dans le tout. C'est évidemment l'influence de la pensée religieuse des grands monothéismes, hein, où Dieu, effectivement, explique tout, explique l'organisation du monde, explique la place de chacun. Je prends comme exemple, comme image, si vous le voulez, je sais que je ne vous donne pas d'image, mais je vous en raconte, et puis vous avez Google pour aller voir les vrais après. C'est un bon exercice d'aller chercher les images que je ne vous ai pas données. C'est le portail de Conques, hein, qui est une église romane d'Auvergne, médiévale donc, et elle représente, enfin le tympan du portail représente un grand Christ énorme qui prend toute la hauteur du tympan, et autour de la figure christique, il y a un certain nombre de petits personnages. Il y a le chevalier, il y a l'évêque, il y a le paysan, il y a l'artisan, il y a le bourgeois, etc. Il y a donc une représentation de la société, ou de l'univers politique, ou des institutions, selon comment on le lit, mais qui sont tous, évidemment, en dépendance, et puis rapetissés, si j'ose dire, hein, revenons au problème des échelles, qui sont en dépendance de la figure christique, mais qui permettaient, dans ce 12-13e siècle, à ceux qui se rendaient aux offices de l'église de Conques, de mieux comprendre leur place dans le monde. Le paysan, qui était venu de son lointain village, quand il se voyait représenté en bas à droite de la figure christique, ou en haut à gauche, je ne sais plus, eh bien, il savait où il était dans le monde, par rapport aux autres, par rapport à l'évêque, par rapport, etc. Hein. Ça, et comme l'illettrisme était plus que répandu, évidemment, il ne savait pas lire, les livres n'existaient, enfin, les livres imprimés n'existaient pas, et donc seuls les clercs lisaient, et donc cette représentation-là, symbolique, si vous voulez, et parfaitement symétrique, puisque l'axe du tympan de Conques, du portail de Conques, c'est la figure émaciée du Christ, et qui organise le monde, justement. Hein. Donc, beaucoup plus tard, donc, au moment où les grandes religions monothéistes, hein, parce que le cas du polythéisme grec est un peu différent, on le verra. Mais donc c'est l'explication, cette idée que tout est en tout, hein, cette notion du holisme, elle apparaît clairement au XIXe siècle comme un peu dans la manière dont les extrémistes de droite américaine aujourd'hui parlent de intelligent design pour parler d'un Dieu qui n'existerait pas. Hein, de dire oui, le darwinisme n'est pas une bonne explication de l'évolution de l'homme et de son évolution tout court. Et donc mais il y a bien il y a eu un dessin intelligent, un intelligent design, sous-entendu un auteur, hein, qui serait à l'origine de cette complémentarité des choses du monde. Donc la définition de Littré et cette idée du tout, elle me semble très attachée à une représentation du monde créée par un Dieu tout-puissant. Alors, c'est intéressant de voir comment cette définition évolue dans le Robert, récent, des années 60-70, hein, où il nous dit composer, c'est poser ensemble, et là on revient très proche de l'étymologie latine de componere, c'est mettre en ordre. Derrière le mot de composition, il y a évidemment caché derrière, très puissant, le mot ordre. C'est-à-dire que composer,
c'est ordonnancer, c'est mettre en ordre. Et c'est mettre en ordre dans une hiérarchie centralisée. On pourrait parler de composition centrale. Hein. C'est effectivement consacrer l'idée d'une cause et d'une seule à tous les êtres, y compris les êtres humains, alors que mettre en ordre, hein, chez Robert, c'est beaucoup plus organiser une séquence, et surtout le mot tout a disparu. C'est-à-dire que ce dictat du Dieu tout-puissant n'apparaît plus dans le mot composé. On voit qu'il y a un changement d'acceptation de ce terme de composition pour accepter autre chose que la composition classique, cette fameuse composition sur laquelle auquel Lucan s'attache, jusqu'à pouvoir considérer que quand on composait autrement que selon le système symétrique, eh bien, on ne composait pas. La symétrie, elle est presque essentielle à l'architecture dans son histoire, je veux dire. On peut faire des architectures non symétriques, heureusement, et vous en ferez, et j'en fais beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire de l'architecture, la symétrie, c'est-à-dire la duplication en miroir selon un axe central, la symétrie axiale, et elle est vraiment propre, alors que tous les arts composent, mais seule l'architecture compose symétriquement. On a une forme poétique qui s'appelle le palindrome en littérature et en poésie, qui consiste, et Victor Hugo s'y a essayé une fois ou deux, à inverser l'ordre des syllabes. Vous avez une phrase avec des syllabes dans un certain ordre, et vous la mettez en miroir, symétriquement, hein, pour réaliser un palindrome. C'est une rareté littéraire très peu utilisée. En musique, je ne connais pas de morceaux qui fonctionnent symétriquement pour commencer une mélodie, puis l'inverser symétriquement. En revanche, en architecture, dès l'Antiquité, la symétrie est manipulée de manière constante. La symétrie, c'est l'inversion de la figure qui consacre l'axe. C'est l'axe qui est consacré dans la symétrie. Hein. Donc, il y a eu comme ça, dans la pensée populaire ou dans l'appréciation culturelle, l'idée que l'architecture, c'était symétrique. Évidemment, ça n'a pas été toujours le cas, mais on peut comprendre son origine, y compris bien avant l'explication divine du tout du monde. Au fond, vous avez 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, et on peut continuer en descendant. Hein. L'homme est symétrique dans son apparence. Il n'est pas symétrique dans ses organes. Dès que la vivisection, l'autopsie le permet, on se rend bien compte que le cœur n'est pas exactement au milieu, que le foie est à droite, etc., etc. Donc, dans une première approche, l'homme, et d'ailleurs l'ensemble du vivant, il n'y a pas que l'homme, hein, il n'y a pas que le genre humain, et le genre animal aussi est symétrique. Le végétal, non. On le verra, avec quelques exceptions très notoires du crabe combattant, où il y a quelques animaux qui ne sont pas symétriques, mais la plupart ont des apparences symétriques. Et d'une certaine manière, comme je vous parlais de la projection sur l'univers de la répétition et du rythme que l'homme ressent dans son propre corps, eh bien évidemment, aux prémices, on imagine bien que
c'est le plus facile pour l'homme, pour le genre humain, c'était de projeter cette image, cette apparence de la symétrie dans ce qu'il construisait, et en l'occurrence dans ses réalisations architecturales. Il y a une espèce de projection du corps humain de l'individu sur le territoire. Ce qui est un peu, et ce qui explique pourquoi il y a cette telle affinité entre la symétrie et l'histoire de l'architecture. Alors, longtemps, je me suis inspiré de quelqu'un qui a été un peu mon maître et qui était important pour moi, et qui avait fait un cours avec, que j'assistais à l'école des Ponts et Chaussées, qui était le cours de Pierre Riboulet. Pierre Riboulet est un architecte contemporain, c'est lui qui a construit l'hôpital Robert Debré, par exemple, entre autres. Et dans ce cours, dans ces 11 leçons de composition urbaine qui sont à la bibliothèque, il essaye de développer, c'était un peu l'esprit du temps dans les années 70, il essaye de développer ce qu'il appelle un mode de composition. Il dit, de la même manière que je vous le disais tout à l'heure, on ne compose pas de la même manière sous Périclès, on ne compose pas de la même manière dans l'Europe de la Renaissance. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne compose pas pareil? Quels sont les déterminismes de ce qui ferait la composition? Et donc, il emprunte ce mot « mode de composition » par mimétisme avec ce qui était et ce qui reste une des pensées majeures du XXe siècle, c'est celle de Marx, qui, lui, a défini, et c'est un outil précieux pour comprendre les sociétés et les organisations, Marx avait donc défini ce qu'il appelait les modes de production, c'est-à-dire que la manière de produire des objets et des choses, ou des services, peu importe, la manière de produire était liée à l'organisation sociale, à l'état de la division du travail, au développement des techniques, etc., etc. Et Pierre Riboulet importe cette notion de mode de production que Marx a développé sur 4 grands thèmes: un mode de production esclavagiste, un mode de production féodal et le fameux mode capitaliste, puisqu'il identifie effectivement, et c'est la naissance non pas du capitalisme, mais du mot capitalisme vient de cette démarche de Marx de définir que c'est celui qui détient le capital dans le mode capitaliste qui est le rouage essentiel de la production, hein. Alors que dans le mode féodal, c'est l'organisation de la féodalité du seigneur et du rapport aux terres, ou dans le mode esclavagiste, la possession des esclaves. Donc Riboulet se met à proposer une espèce de matrice où il dit ben voilà, ça c'est la composition. Et bien, je vous ai parlé le plus important, de la division du travail. Hein, c'est sûr que quand un seul individu ou un seul groupe d'individus fait toutes les tâches, c'est pas du tout la même chose que quand cette tâche est répartie et voire spécialisée entre différents acteurs. Et surtout, le moment crucial, je crois, de cette histoire de la division du travail, qui est constante historiquement, hein, depuis le début. La définition de Marx était la première division du travail, c'est la division sexuelle du travail. C'est la division entre qui produit les bébés et qui les fait. Hein. Et puis après, effectivement, on le retrouve chez les chasseurs-cueilleurs, et les divisions sexuelles, puis ce sont des divisions hiérarchiques sociales. Et un des moments les plus importants de ce mouvement continu dans lequel nous sommes encore et qui
qui s'amplifie, c'est la différence entre, c'est la division intellectuelle du travail. On comprend bien la division manuelle, hein. Ça aboutit au Fordisme et à la division des tâches. Chacun, il y en a un qui met l'écrou, l'autre qui met la roue d'entrée, le troisième qui visse, etc. Mais la division intellectuelle du travail, elle sectorise la pensée. Alors elle permet effectivement des spécialisations très fortes, hein. J'y reviendrai dans le dernier cours, mais elle est capitale pour comprendre. Il y a l'évolution des techniques. C'est sûr que l'apparition du moteur, par exemple, ou même l'apparition de nouveaux matériaux comme l'acier va bouleverser, y compris la division du travail, etc. Il y a l'organisation sociale. Selon que, etc. Et on pourrait en rajouter, on pourrait subdiviser ça en plein de catégories, hein, et dire que c'est l'ensemble de ces catégories qui va déterminer le mode de composition ou le type de composition qui lui-même va créer quoi? Des formes, des usages et des significations. Alors les formes, elles vont durer. Les usages, ils vont très probablement péricliter. Il y a d'autres usages qui vont se mettre à naître, hein. Il y a des bâtiments qui sont destinés à un usage et qui, au bout d'un moment, hein, en reprennent d'autres, hein. La forme va recréer des usages. Il y a des usages qui vont disparaître, etc. Et les significations, rappelez-vous le rôle de la convention, rappelez-vous le rôle chez Panofsky du deuxième échelon de signification, qui est celui de la connaissance conventionnelle. Il y a des conventions qui se perdent, il y a des significations qui disparaissent, et puis il y en a d'autres que la forme justement redonne, hein. Pensez à la signification de Versailles aujourd'hui, ou de la Tour Eiffel par exemple, ça n'a plus rien à voir avec leur signification première. Donc voilà le schéma auquel arrive Riboulet, et il s'en tient lui clairement à l'Europe occidentale, dans son cadre de référence, et il propose une explication qui a l'air a priori assez séduisante. Il est amené, et ça c'est une contradiction totale avec la démarche de Marx, il est amené à nous dire, pour regarder grosso modo l'histoire de l'architecture de la période médiévale à aujourd'hui, on a deux modes principaux ou identifiés. Un mode régalien, un mode royal, un mode du pouvoir, et un mode vernaculaire, un mode traditionnel, un mode traditionnel ou vernaculaire. Et le mode régalien, évidemment, il va fonctionner sur un schéma qui est celui de la symétrie, c'est-à-dire qu'il le représente de cette manière. Etc., etc. C'est ce que Kaufmann appelle l'enchaînement baroque, hein, et vous voyez apparaître très clairement le fonctionnement symétrique. Hein. Qu'est-ce que fait le fonctionnement symétrique? Il assujettit les parties à une partie principale qui les dirige, hein, pour fabriquer justement ce tout. Vous savez ce qui est au centre de la composition de Versailles, puisque je prenais cet exemple tout à l'heure, hein, Versailles, ça s'étend quand même, la composition, pas le château.
la composition des jardins de Le Nôtre, du château, des cours côté ville et des avenues de la ville, c'est un machin qui fait 2000 hectares. C'est pas juste un bâtiment, hein, c'est une composition kilométrique. Et au milieu de l'axe de symétrie, au centre, qu'est-ce qu'on trouve? Quel est l'endroit du château qui est désigné? La chambre du roi. Hein, donc c'est vraiment, vous voyez bien, un exercice de symbolisation du pouvoir absolu extrêmement fort. Et il oppose donc, Riboulet oppose dans ce qu'on appellerait l'histoire de l'architecture traditionnelle, le mode régalien, donc qui est un mode de pouvoir, à un mode plus implicite, si j'ose dire, qui est le mode de composition qu'il appelle vernaculaire. Et il prend comme exemple une rue de Rouen qui s'appelle la rue du Rebec, qui est une rue qui est faite de maisons à colombage. Et effectivement, si on regarde attentivement la manière dont est composée cette rue, eh bien, on a schématiquement des maisons qui sont pas toutes pareilles, mais qui se ressemblent beaucoup. Et on essaye d'expliquer. Alors, des maisons à colombage, vous savez, c'est avec les fameuses maisons avec des pans de bois qui déterminent etc., etc., etc. Hein. Et il dit au fond, c'est le mode de composition régalien. La commande, elle était passée par le roi ou par le puissant à des maîtres maçons à travers une division intellectuelle qui s'opère, qui est l'arrivée de l'architecte, justement, qui va donner l'ordre aux maçons et aux charpentiers de travailler selon ses plans, alors que dans le mode vernaculaire, c'est le maître charpentier qui va adapter à chacun de ses clients sa manière de faire, son savoir-faire passé de bouche à oreille dans la corporation, et qui va faire qu'il y a effectivement des variations d'une maison à l'autre, mais elles sont toutes, grosso modo, dans une même relation, et il appelle ça, il se réfère à un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, et qui parle du type idéal, de l'archétype, de Idealtypen. Hein. Et au fond, il y aura une espèce de modèle imaginaire qui n'existe pas dans la réalité, et auquel serait référencé des systèmes, voilà, chacune des maisons du Rebec est une interprétation d'un modèle, si on veut dire. Hein. Et effectivement, il y a chaque fois un degré d'interprétation, un degré d'aléa dans la réalisation du modèle. Hein. Et donc, c'est pour ça que ça se ressemble sans être identique. L'archétype est très différent du stéréotype. Ce que vous voyez aujourd'hui dans les lotissements, c'est pas les archétypes. C'est pas un maçon qui a son modèle de maison et qui vient vous la faire, en élargissant un peu le séjour, en rajoutant un deuxième garage pour l'adapter à vos besoins. Non. Ce que vous achetez aujourd'hui dans un lotissement, c'est un stéréotype, c'est-à-dire qu'il y a un modèle qui est réel, construit, qui n'est pas imaginaire. Hein. Les flèches vont dans l'autre sens, et aboutissent effectivement à un système totalement égalitaire.
Alors, c'est quand même curieux que Riboulet, dans ces deux définitions, qui rendent compte de la réalité, mais comment une seule société aurait-elle à un moment donné, puis si je prends la vérité de cette image, du mode de composition, à un moment, la même société peut fabriquer une organisation totalement symétrique, hiérarchisée, et un système qui est celui de l'archétype et d'une forme, non pas d'égalitarisme, mais de similitude. Ben, c'est qu'effectivement, Riboulet n'avait pas fait, comme je me suis permis de le faire, le distinguo aux prémices entre la tombe et la cabane. Effectivement, le système régalien, c'est le système de la tombe, c'est le système du pérenne, c'est la filiation du pouvoir et la transmission, alors que le système vernaculaire, le mode de composition vernaculaire de Riboulet est effectivement destiné aux cabanes. Il fonctionne très bien et parfaitement respectable, mais c'est ce qui explique qu'il y en ait deux pour une même société. Alors, ce primat de la symétrie, j'ai dit qu'il était attaché à l'idée d'un Dieu tout-puissant et créateur. Je vous disais aussi que l'architecture s'était saisie de cette manière de composer dans son essence même, parce qu'elle, dans l'espace, elle avait beaucoup plus de facilité que d'autres arts à représenter. Et la symétrie, toujours dans l'image la répétition de la symétrie du corps humain, eh bien, dans son apparence, avait quelque chose d'équilibré et d'aussi immobile que l'est l'architecture elle-même. L'architecture n'est pas un art de la mobilité. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons de sa crise actuelle. Hein, rappelez-vous que Schoen nous disait que les sociétés à évolution rapide avaient du mal à faire avec une architecture qui, elle, était dans le temps très long. Et donc cette image de l'équilibre, de la stabilité, qui a beaucoup rassuré, qui a été plébiscitée par les compositeurs architectes, est extrêmement rassurante, mais en même temps, c'est l'apanage de ce qui est mort, ce qui ne bouge plus, ce qui est parfaitement équilibré. Et un autre auteur, Roger Caillois, avait fait une étude sur non, avant lui, Pasteur, que vous connaissez. Pasteur avait découvert que dans je ne sais plus quel sel ou sucre de l'organisme, enfin dans une analyse microbiologique, c'était le déséquilibre qui faisait que l'expansion se faisait, que grosso modo, et Caillois fait la même démonstration avec les végétaux qui inscrivent leur croissance selon une ellipse, selon une mon geste devrait vous le dire, selon une circonvolution montante, hein, et qui était celle de la croissance des plantes. J'ai une autre image, moi, plutôt, c'est que si on veut se mettre à marcher, il faut commencer par se mettre en déséquilibre en lançant une jambe, hein, avant de se rattraper avec la deuxième. Hein. Si on reste les deux pieds plantés, on n'avance pas. Donc, grosso modo, la vie, le mouvement, l'évolution, tout ça réclamait qu'on brise la symétrie. Il est vrai qu'aujourd'hui, travailler une composition architecturale symétrique, c'est effectivement se référer à une histoire, à du déjà su, c'est la calandre de la Rolls-Royce, c'est des choses comme ça. Ça ne correspond plus à l'image du monde, aussi imparfaite qu'on puisse en avoir aujourd'hui, mais ça ne correspond plus à l'image que nous nous faisons du monde,
cette idée qui est ou un seigneur, ou un roi, ou un dieu tout-puissant qui commande tout. On a bien compris que on était dans d'autres problématiques, et j'ai évoqué avec vous celle du nombreux, celle du grand nombre, qui de fait met en cause cette toute-puissance d'un centre. Et je fais abstraction, encore que ça soit lié au nombreux, le phénomène de la mondialisation. Alors, il y a un mode très ancien, lui, aussi ancien que la symétrie, qui semblerait pouvoir être compatible avec cet innombrable. Hein. Vous avez compris que la symétrie, aussi loin que je la pousse, je ne pourrais pas la pousser à l'innombrable. Hein. Et c'est beaucoup plus en composition urbaine qu'en architecture même, mais si vous allez voir, ça y vient aussi. C'est le plan à grille. C'est la grille de New York, c'est la grille de San Francisco, c'est la grille de Glasgow, c'est la grille de Millet, qui est détruit par un tremblement de terre au 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, et qui est reconstruit par Hippodamos. Hein, et Hippodamos, pour reconstruire Millet, propose et exécute un plan urbain de 3 quartiers qui sont tous des systèmes de grilles. Vous avez tous entendu parler de la ville romaine et des camps romains avec le Cardo et le Documanus. Le Cardo et le Documanus, eux, constituent un centre, effectivement, mais le reste de la ville, c'est un carroyage. Mais il est vrai que ce système de la grille qui a été énormément employé, c'est le système le plus rapide pour faire un établissement humain. Hein. Ça a été employé dans le camp romain, évidemment, dans l'urgence de la reconstruction de Millet, et dans tous les systèmes coloniaux. Les villes coloniales d'Amérique du Sud et du Nord, hein, sont des villes à damier. Hein, le plan à damier, le plan à la grille. L'avantage du damier, c'est qu'effectivement, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il peut être centré, je le notais tout à l'heure. Il peut y avoir, comme dans les villes chinoises traditionnelles, un plan carré redécoupé en petits carrés, comme un damier, quoi. Mais vous avez, comme par hasard, la préfecture, le yamen, qui se trouve toujours au centre des 2 diagonales du carré. Mais dans d'autres cas, comme Los Angeles par exemple, vous avez du tissu. Au fond, je vous disais que la répétition, c'était ni un tout ni des parties. Eh bien, dans le plan à damier, et que la répétition formait une matière, eh bien, le plan à damier, c'est bien ça. Hein, c'est une matière. Mais dans cette matière, dans ce carroyage, effectivement, chaque îlot, chaque individu, chaque construction de l'îlot a une indépendance. Quand vous regardez New York, qui est un plan à damier avec une transgression Broadway, qui est un ancien chemin d'Indien qui prend en diagonale, et qui du coup permet de repérer, de savoir où on est, de East ou West of Broadway, et puis qui est un plan centré, puisque Central Park, c'est quand même un énorme trou au milieu qui permet de centraliser tout le damier. Hein. Mais quand vous regardez le skyline de New York, vous avez le downtown de Wall Street et Battery Park qui est hyper haut, hein, les fameuses reconstructions du World Trade Center, et puis vous avez de nouveau aux abords de la 40e, 50e rue une autre densité, mais entre les deux, vous n'avez pas de... New York n'est pas fait que de gratte-ciel. Il y a plein d'immeubles de brownstone de 6-8 étages qui remplissent tout ça. Et donc cette diversité dans un cadre général, c'est une manière de mettre ensemble. Alors, ça, on était à l'échelle de la ville. Qu'est-ce qui se passerait pour la même proposition dans un cadre plus proprement architectural? Eh bien, c'est la trame.
Hein, on l'a parlé, la trame dans la répétition, hein, de faire fonctionner des éléments divers, mais tous inscrits dans la régularité de la trame. Le grand problème de la grille, en anglais on dit grid, G-R-I-D, eh bien c'est qu'elle n'a pas de début et pas de fin, et qu'elle arrive même quelquefois par son systématisme à nier totalement le topos et la topographie. Hein, vous avez tous l'image de ces rues à damier de San Francisco qui montent les collines. Hein, il y en a aussi à Glasgow, hein, avec des rues à 15 degrés pour arriver à tenir sur la colline, alors que traditionnellement, quand on a eu un relief accidenté, eh bien on va épouser les courbes de niveau plutôt que de les transgresser à la manière des voies romaines, d'une certaine manière. Il y a dans l'exposé que nous fait Lucan de ce qu'il appelle non-composition, et il y a un moment assez crucial dans son exposé et sur lequel je voudrais qu'on s'attache un peu. Vous avez compris que et je veux parler du pittoresque grec, et c'est pour ça que je vous ai mis la référence d'Auguste Choisy dans son histoire de l'architecture qui date du début du XXe siècle, et sur lequel on va revenir. Mais un petit aparté pour introduire ça. Si on ne cherche plus à faire le tout, si on cherche à mettre des choses ensemble, si composer c'est mettre ensemble, ce qui est quand même beaucoup moins impératif et hiérarchique que l'idée de faire un tout, mais si on met ensemble, est-ce qu'au fond on pourrait composer du désordonné? C'est bien ça le problème qui est posé. Hein. Est-ce que on peut dissocier le composé et le ordonnancé, hein, et faire des compositions non ordonnées? Alors ce sont des ordres cachés en général. J'ai comme référence là l'art du bouquet japonais, hein, l'ikebana, qui associe deux types de végétaux, une branche, un caillou, etc., dans un bouquet qui est dans toutes les maisons japonaises, hein, et qui fait l'objet d'écoles et de théories, etc. Mais vous voyez bien que cette manière de mettre ensemble, hein, c'est pas la manière de faire un tout, mais de proposer un assemblage. Et nous sommes des assembleurs, essentiellement. Choisy dans son histoire de l'architecture, qui est un ouvrage remarquable, qui est fait d'axonométrie, c'est toujours selon le même principe graphique, et avec beaucoup d'explications sur la manière de construire. Et il s'étonne, quand il parle de l'architecture grecque, il s'étonne du fait que, à l'Acropole par exemple, on a un ensemble évident qui est fait de bâtiments qui sont rigoureusement symétriques, mais que la disposition des bâtiments les uns par rapport aux autres n'obéit pas à cette fameuse règle de la symétrie qu'on retrouve dans la Rome des papes ou dans les grandes compositions de l'époque classique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le plan de l'Acropole, moi non, c'est pour ça que je l'ai sous les yeux. Sur un plateau se trouve évidemment le Parthénon, les Rectéions, un certain nombre de constructions qui se trouvent ici, les propylées, et vous voyez bien qu'il n'y a pas d'apparente logique de composition. Si l'axe principal du Parthénon c'est celui-là, la géométrie ici, etc., etc. Et si vous regardez les forums romains, c'est un peu du même ordre. Il y a un deuxième exemple que moi je rajoute, que prend pas Choisy,
mais qu'on va assimiler. C'est le fameux Campo dei Miracoli de Pise, donc qui est un ensemble de bâtiments qui précède la Renaissance, hein, avec la fameuse tour penchée, l'église, le baptistère et le Campo dei Morti, hein, qui est posé sur une grande pelouse. Et donc, effectivement, par rapport au diktat, ou à l'archétype de la symétrie, on voit bien que là, chacun des objets obéit à cette règle de composition, mais que leur composition entre eux est absolument hasardeuse. Alors, Choisy nous dit, il appelle ça, il explique qu'il n'a pas d'explication à ce désordre apparent, hein. Et Choisy nous dit, bon, ben c'est le pittoresque grec. Alors, pittoresque, c'est déjà une indication, parce que pictoresque, c'est ce qui fait image, hein, c'est ce qui fait apparition, c'est ce qu'on voit, c'est pas ce que c'est ce qu'on voit. Donc, effectivement, une composition pittoresque est une composition qui est destinée au plaisir de l'œil, à la promenade, etc. Hein, par rapport à cette fameuse symétrie qui est toute l'autorité et le rituel. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que Le Corbusier, quand il fait son voyage d'Orient, comme on l'appelle, comme il l'a appelé dans ses carnets, il commence par aller à Pise, qui l'impressionnera énormément. Et puis, il va en Grèce et il voit l'Acropole. Et là, il est scotché, comme vous diriez, hein. Et il dit, c'est extraordinaire cette composition, l'œil tourne. Très intéressant, parce qu'effectivement, comme on l'avait vu, le Campo dei Miracoli de Pise, la tour de Pise, mais pas la tour toute seule, hein, l'ensemble il s'appelle le Campo dei Miracoli, le champ, la place des miracles, si vous voulez. Et donc donc cette intuition qu'a le Corbusier, qui est encore tout jeune, hein, qui fait son voyage d'Orient, hein, et qui a cette révélation d'une acropole qui pourtant est à la racine de tout l'académisme contre lequel il va se battre, mais qui est estomaqué par justement la manière, par l'apparent désordre. D'ailleurs, quand le Corbusier, beaucoup plus tard dans sa vie, va essayer avec un certain... quand il fait le concours du Centre Soyouz à Moscou, qu'il perdra, il a un certain nombre d'éléments, le palais de la Grande Assemblée, la Petite Assemblée, les bureaux, je ne sais quel... et il prend toutes ces formes, il les fige, et puis il se met à s'amuser à les disposer entre elles de manière différente. Et il dit, de son projet du Centre Soyouz, il dit « unité dans le détail, tumulte dans l'ensemble ». Pour l'Acropole, le mot tumulte est peut-être un peu beaucoup, pour le Campo dei Miracoli, mais on voit bien qu'effectivement, il y a un désordre apparent. Et celui qui va venir nous révéler tout ça, c'est un cinéaste russe, Eisenstein, hein, qui est l'auteur de Potiemkin, de La Grève, de Alexandre Nevsky, qui est un immense cinéaste des années 20-30, et quand il va lui aussi sur l'Acropole, il va comprendre avec son vocabulaire à lui de cinéaste qu'en fait c'est une succession de plans larges, de travelling, qui a quasiment, non pas un montage, mais qu'on pourrait comprendre l'apparent désordre de l'Acropole ou du Campo de Pise comme une technique de montage cinématographique, hein. C'est-à-dire que chaque objet, hein, je reprends la phrase, une unité dans le détail, chaque détail est constitué comme un tout, comme une unité, et puis c'est le tout qui est dans le tumulte ou qui est dans le mouvement, hein. Cette manière de s'ouvrir à la, comment dire,
à une composition désordonnée, hein, donc où l'ordre le dictat de l'ordre n'est plus important, mais c'est le mettre ensemble. Alors, pour aller dans cette différenciation de l'ordre occidental, rationnel, transcendantal du tout, par rapport à mettre ensemble, assembler des objets disparates, hein. Je vous citais l'ikebana, et je vais vous donner une autre approche qui est dans un art qui est très proche du nôtre. J'espère que si vous ne l'avez pas vu jusqu'aujourd'hui, vous le verrez quand vous le pratiquerez, cet art. C'est celui de la cuisine. Quand je fais un bœuf bourguignon, hein, je mets 1 kilo d'oignons dans un faitout, puis 1 kilo de paleron, je fais revenir et j'arrose tout ça d'un vin de Bourgogne pas trop cher, parce que comme il va cuire, c'est pas la peine d'en mettre des trop bons. Et au bout de ça, au bout de quelques heures de cuisson à petit feu, eh bien vous avez ce qu'on appelle un bœuf bourguignon. Et ce bœuf bourguignon, on ne peut plus lire l'oignon, on ne peut plus voir la viande, on ne peut même pas constater l'existence du vin. Tout ça est devenu un ensemble totalement homogène, hein, où les parties ont toutes disparu dans le tout. Elles se sont coulées dans le tout. Si le lendemain je vais dans un restaurant japonais et que je vais demander un sashimi moriawase, c'est-à-dire du poisson cru, un assortiment de poisson cru, on va m'amener sur un plateau 3 petits bouts de saumon, 2 petits bouts de thon, 4 bouts de dorade, une fleur de chrysanthème et puis du radis râpé, tout ça très joliment présenté comme le font les Japonais. Et voilà une composition où les parties sont totalement indépendantes du tout et où, à la limite, elles ne se parlent pas. Elles sont autonomes les unes par rapport aux autres, et c'est la manière dont elles sont disposées en un ensemble, s'il vous plaît, où elles sont disposées dans un ensemble qui fait la composition. Vous voyez qu'entre le bœuf bourguignon et le sashimi, vous avez 2 manières de composer qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Et c'est pas par hasard qu'il y en a un qui est un plat traditionnel de l'Occident et l'autre qui est un plat oriental. L'ikebana, dont je vous parlais tout à l'heure, l'art du bouquet japonais, c'est la même chose que la présentation du sashimi moriawase. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun dans cette manière de composer du pittoresque grec, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en commun entre l'acropole, le Camposanto de Pise et le plateau de sashimi? Eh bien, le plateau, justement. C'est le plateau qui est en commun. C'est le grand gazon de Pise, c'est le plateau de l'acropole, ou c'est le petit plateau de bois du sashimi. C'est le plateau qui fait que les choses sont ensemble. C'est-à-dire que si vous posiez les mêmes éléments du sashimi ou les bâtiments de Pise dans un endroit qui ne serait pas limité comme le plateau, eh bien, vous n'obtiendriez pas qu'ils soient ensemble. Ils sont ensemble justement parce qu'ils sont tous sur le plateau. Et je voudrais en finir là-dessus parce que il y avait une remarque aux enfants dans un de ces cours qui disait je m'étonne toujours quand j'arrive sur une table qui est mise pour le repas. Je m'étonne toujours d'entendre les conversations qu'ont les couverts entre eux. Que c'est cette manière de disposer, c'est l'interstice entre les deux, hein, vous l'avez compris. Hein, c'est les interstices, c'est l'air qu'il y a entre l'abside de l'église de Pise et la tour qui fait qu'il se passe quelque chose entre les objets. Pourquoi? Parce qu'ils sont
tous posés sur le même plateau. Et c'est exactement la définition que donne Foucault du langage dans Les mots et les choses. Hein. Dans Les mots et les choses, Foucault nous dit que les objets hétérogènes peuvent se parler, ou les concepts, ou les idées, ou les mots, parce qu'ils sont sur le même plateau de la langue. Et c'est exactement ça qui se passe à l'Acropole, au Campo Santo de Pise, ou sur mon plat de sashimi. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont... Donc on n'est plus du tout dans le tout, on est dans un ensemble précis, petit, partiel, qui n'est pas tout le monde entier. Non, non, c'est juste mon repas du soir, hein, et c'est pas l'explication du monde. Mais c'est cet agencement, et l'Orient est beaucoup plus prolixe et intelligent pour développer ça que ne l'a été l'Occident, qui a été paralysé par son idée de la transcendance et du Dieu unique. Hein, et c'est cet art de composer, de mettre ensemble des petits ensembles, mais qui sont toujours délimités dans un champ précis, comme la table de Foucault. Voilà, je vous en laisse là pour aujourd'hui. Merci.